Ok, super. Bonjour Ahmed. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Résonance. Merci de l'invitation. Plaisir d'être là. Donc aujourd'hui, je t'invite pour que l'on parle de santé mentale et culture arabe. On va faire des résonances croisées entre ta culture maghrébine et le sujet de santé mentale. Donc Ahmed est le fondateur de l'entreprise Calme-toi, donc une entreprise de consultation pour OBNL, organismes communautaires et associations. On va faire connaissance, Ahmed, avec toi un petit peu. J'aimerais ça que tu nous parles de l'humain derrière l'entrepreneur. Raconte-nous un peu ton parcours. Avec plaisir. Donc moi je m'appelle Ahmed. Je suis né en France, à Voiron, une petite ville tout près de Grenoble. Pour ceux qui connaissent, c'est la ville où on fabrique la chartreuse. Je trouve que c'est un point important à nommer. Donc oui, né en France en 1988, de signe astrologique Scorpion. Ben voyons, ça c'est un Apparemment, détail c'est un détail, important probablement avec le sujet que tu vas nous amener. je pense. Et donc moi je suis dans le métier du social aujourd'hui depuis 2008. J'ai monté mon entreprise Calme-toi, comme tu l'as très bien expliqué, en 2020. Cette entreprise, c'est vraiment une entreprise de consultation où je me spécialise dans les services aux organismes communautaires, associatifs, OBNL. L'idée, c'est d'aider les organismes à développer des compétences pratiques, autant en intervention qu'en gestion, pour révéler le potentiel de chaque organisme et au final, pour que les employés et les gestionnaires et les personnes qui ont accès à ces services soient plus heureux. Mhm. Puis c'est ça, effectivement, je te vois quand même relativement très actif sur LinkedIn. Puis aujourd'hui, je t'invite parce que il y a notamment un de tes posts que j'ai trouvé super pertinent et je trouvais que ça aurait fait une belle discussion, en tout cas ici. Un post qui parlait effectivement de 7 conseils que la culture arabe peut apporter sur le sujet de la santé mentale, me semble. Oui. Et alors c'est ça, j'avais envie aujourd'hui de donner de l'espace à cette conversation, à ce sujet, de sublimer un peu le sujet, puis de t'entendre là-dessus. Et puis j'avais comme interrogation, quels sont les aspects de ta culture d'origine qui t'ont particulièrement aidé ou posé des défis dans ton parcours entrepreneurial ou même ton parcours professionnel depuis que tu es sur le marché du travail? C'est une bien bonne question. Je t'avoue, je vais y réfléchir en même temps que je te réponds. Réfléchissons ensemble, c'est fait pour ça le Mais oui. podcast. L'idée, c'est que moi, quand j'ai monté mon entreprise, en 2020, c'était période Covid, où plus rien n'allait, autant les employés que les personnes qui accompagnaient, que les personnes qui recevaient les services, pardon. Et quand j'ai monté cette entreprise, c'était vraiment parce que je me suis rendu compte que le monde du social allait mal. Donc c'est vraiment à ce niveau-là où j'ai voulu faire ma petite part. Je sais qu'on en avait déjà discuté précédemment, mais on est beaucoup à travailler dans le social, à savoir pertinemment qu'on ne fera pas ça toute notre vie. C'est-à-dire que moi je fais ça depuis 2008. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur 2 continents. C'est là où je me suis dit, je peux faire autre chose. Ma culture maghrébine, ma culture arabe, elle m'a fortement aidé dans la création d'entreprise. Déjà, dans l'aspect, on n'est jamais seul. C'est-à-dire que le lien familial, le lien communautaire, le fait de se sentir entouré, de chercher un groupe d'appartenance. D'ailleurs, t'en as fait partie, même si tu le sais pas. T'en as fait un petit peu partie. Il y a bien d'autres personnes qui en ont fait partie autour de moi. Que ce soit des gens qui sont dans le domaine du social, que des gens qui sont pas du tout dans le domaine. Je me suis vraiment aussi un petit peu inspiré de toutes mes conversations, de tout ce que je voyais déjà en termes de travail, déjà en termes de réflexion, en termes de sublimation, d'idées que les gens autour de moi pouvaient avoir. Puis je me suis dit, il y a quand même certaines idées que je peux récupérer, que je peux injecter dans cette entreprise qui est Calme-toi. D'accord. Puis, comment tu dirais, comment la santé mentale, elle est perçue au sein de la communauté maghrébine, selon ton vécu, bien évidemment, ou est-ce que tu aurais des choses à nous partager à ce sujet? Oui, la santé mentale, du point de vue de la culture maghrébine, c'est vrai que ça a toujours été quelque chose d'un peu tabou, dans le sens où on s'entend, c'est pour ça que je précisais à quelle année je suis né, en 88, mais déjà dans la société contemporaine dans laquelle on était, des années 90, début 2000, la santé mentale, c'était pas du tout un thème qui était mis de l'avant.
C'est-à-dire que, en tout cas moi je le sentais en France, déjà dans la société commune, que d'aller consulter, d'aller rencontrer quelqu'un pour demander de l'aide, c'était vraiment pas quelque chose qui était communément admis. Et je te dirais, dans ma culture arabe, encore moins. Encore moins parce que on avait une tendance à déjà beaucoup intérioriser. Moi, aujourd'hui, je parle à ma mère de santé mentale. Ma mère, aujourd'hui, elle a 80 ans. Pas certain qu'elle capte tout de suite de quoi je parle. Ou alors, elle va me dire, c'est que t'es fou. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit t'es fou, soit ça va. Ok, puis comment est-ce que tu dirais que, justement, cette génération-là, dans cette culture, qu'est-ce qu'elle mettait en place ou comment est-ce qu'elle faisait pour se soutenir, en fait, dans les moments les plus difficiles c'est une bonne question, puis je te dirais que c'est aussi une question qui va venir répondre à la première que tu m'as posée tantôt, sur qu'est-ce qui aide qu'est-ce que j'ai récupéré de ma culture pour m'aider moi-même dans la création de l'entreprise, puis aider ma santé mentale. Comme je disais, le lien familial, le lien de convivialité avec les gens, c'est-à-dire qu'on a un aspect où on accueille le monde. Je pense que t'es déjà venu chez moi, puis j'ose croire que je t'ai bien accueilli. Ça l'est, oui. La gratitude, le fait de se rendre compte qu'on obtient rarement les choses que par soi-même, mais c'est souvent aussi une succession de petites choses, de petites rencontres, de chance aussi, qui fait que on peut arriver quelque part dans notre vie. Il y a l'aspect résilience, le fait de se dire que tout n'est pas fatal. Il y a bien des aspects sur lesquels on peut travailler, il y a bien des aspects sur lesquels on peut revenir, même si on a à un moment donné une santé mentale fragile, ça n'empêche pas de prendre une pause et d'y revenir un peu plus tard. Et c'est drôle parce que c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai appelé mon entreprise Calme-toi. Peux-tu nous en dire plus ? C'est-à-dire l'importance de prendre des pauses, l'importance de ralentir. C'est aussi quelque chose que je dis souvent avec mes clients, on ne se développe pas dans l'urgence. On ne s'améliore pas, on ne monte pas en compétences dans l'urgence. À un moment donné, tu n'as pas le choix que de t'arrêter. Tu n'as pas le choix que de ralentir et de se dire, ok, où est-ce que j'en suis ? Où est-ce que je veux aller ? C'est quoi les freins ? Comment je me sens ? C'est toutes ces petites questions en fait qui viennent derrière le calme-toi. Le calme-toi, c'est pas tant une injonction, c'est un conseil. Donc ouais, globalement, en termes de santé mentale, puis ouais, pour reprendre un petit peu le post que j'avais écrit sur LinkedIn, je parlais de résilience, je parlais de méditation. Ça aussi, c'est un peu plus lié à l'aspect religieux, même si, encore une fois, je tiens à le préciser, on peut être arabe sans être musulman, on peut être arabe en étant chrétien, on peut être arabe en étant athée. L'aspect religion et origine n'est pas forcément toujours de pair. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, dans la société occidentale à laquelle on vit, c'est souvent un écueil dans lequel on peut facilement tomber. Tu vois, moi, je me suis rendu compte de ça d'autant plus depuis que je suis arrivé à Montréal, le nombre de personnes libanaises qui sont de culture arabe, qui vivent ici et qui ne sont pas du tout musulmans. Il y en a beaucoup qui ne croient pas en Dieu, puis c'est bien correct. Il y en a qui sont chrétiens, c'est très correct aussi. Et l'idée, en fait, c'est ça. C'est dans l'aspect méditation que j'amène, il y a le côté spirituel. On entend la religion, c'est une forme de spiritualité. Et je trouve que j'ai l'impression que dans ma culture, quand on avait des soucis de santé mentale, on se tournait beaucoup vers ça. Une sorte d'introspection, quelque chose, un peu un retour à soi. Ouais, et puis tu vois, par exemple, je peux donner l'exemple de mon père, j'ai pas de problème à en parler. Mon père, il a eu un diagnostic de bipolarité quand j'étais adolescent. Et en France, le système est tel que ça a mis peut-être 10 ans avant qu'il soit diagnostiqué et médicamenté. Donc en attendant, je te laisse imaginer à quel point ça peut être difficile pour tout le noyau, le cercle familial. Oui. Mais en même temps, le jour où il a été médicamenté, qu'est-ce qui lui a fait du bien en plus de ça ? C'est de se remettre dans sa spiritualité. Il a retrouvé le goût de prier, il a retrouvé le goût à la religion, le goût à la spiritualité même globalement. Et ça lui faisait du bien, tout simplement. Et je pense que ça a été aussi une grande aide pour sa propre santé mentale à lui. Donc, il y a quand même un lien fort avec la spiritualité. Ouais. Et peut-être, est-ce que tu trouves ou tu dirais que est-ce que c'est un lien qui s'est un peu éperdu avec avec les générations les plus jeunes ou on le retrouve quand même, mais d'une autre manière? Je te dirais, puis après
faut aussi se remettre dans un contexte. Là, on est dans un contexte au Québec, à Montréal, où la religion est pas du tout à la mode ici. Je pense que ça prend d'autres choses. Exemple, le boom des travailleurs et travailleuses sociales, le boom des personnes qui travaillent en relation d'aide et qui peuvent accompagner des personnes qui vivent des problèmes de santé mentale. Toi-même, qui le fait, qui le réalise un petit peu à chaque jour dans ton métier. Et je pense que c'est un peu ça vers quoi on a glissé. Puis encore une fois, j'ai zéro jugement de valeur là-dessus, c'est que il y a eu un glissement de la spiritualité à la psychologie. Il y a eu un glissement à aller consulter. On a vraiment admis ça comme étant un problème de santé, alors que je pense, moi, dans ma culture, c'était peut-être plus de l'ordre d'un problème de spiritualité. Ça me fait penser à dans le film Banlieusard, le deuxième film Banlieusard de Kerry James, où effectivement à un moment donné les acteurs s'en vont au Sénégal, puis il y a le petit frère, le grand frère parle des traumas qu'il a pu avoir sur son chemin, puis le petit frère lui dit mais as-tu pensé à consulter? Puis me semble que le grand répond quelque chose comme mais là dans notre culture on consulte pas, on va pas chez le psy. Oui, on fait pas ça. Je pense que vrai, c'est vraiment qu'il s'est dit on fait pas ça. Parce que c'est même pas une histoire de tabou ou quoi que ce soit, c'est qu'on ne connaît pas. C'est pas une pratique répandue en tant que telle. Puis après, il y a aussi peut-être de l'ordre du patriarcal là-dedans, en se disant on est un homme, on n'a pas ce genre de problème-là, on n'a pas besoin d'en parler. Peut-être que l'idée de justement de pas en parler, ça fait en sorte qu'il n'existe pas. Tu vois. Puis en tout cas, moi je me rends compte de ça dans mon propre parcours. La première fois que j'ai vraiment entendu parler de problèmes de santé mentale, puis rien que l'idée d'aller consulter, c'est quand je suis arrivé dans le social, quand j'avais 19 ans, 2008. C'est à cette époque-là où j'ai entendu l'idée de consulter, et puis l'idée de consulter, puis d'une manière positive. Pas comme étant, consulte, t'es vraiment fou. Donc, je pense qu'il y a eu ce glissement-là, puis tu vois, c'est drôle que tu parlais de Banlieusard. Le 2, puis même dans le 1, ils en touchent un petit mot, je crois, à ce niveau-là. Moi, j'avais vu un film qui traite énormément de ce sujet-là, s'appelait un divan à Tunis, qui parle d'une dame psychologue ou psychanalyste qui va installer son bureau de psychanalyse à Tunis. Oui, on mettra les références dans le... Et je trouvais le film fantastique parce que d'entrée, ça commence avec un clash de culture en disant mais tu crois vraiment que... Je crois que c'était son oncle ou son cousin qui lui disait mais tu crois vraiment que les gens vont venir s'asseoir, te payer pour que tu écoutes leurs problèmes? Les gens, ils n'ont pas besoin qu'on écoute leurs problèmes, les gens, ils ont besoin qu'on leur donne des solutions. Et ce qui est fou, c'est qu'on n'a même pas besoin d'attendre la fin du film pour se rendre compte que non, il y en a qui vont consulter. Parce qu'ils apprennent l'existence de cette possibilité-là. Et je trouve ça qui est intéressant, c'est que au final, ça reste aussi un aspect culturel, puis comme toute culture, ça évolue. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas cherché, ça pourrait valoir le coup d'aller vérifier, mais je suis persuadé qu'il y a de plus en plus de bureaux de psychanalyse, psychologues ou travailleuses sociales dans les pays arabes. Je suis sûr que là, dans ces dernières années, peut-être même avec la Covid, qui a été, je trouve, un grand tournant dans la vision, dans la perception de la santé mentale dans le monde entier. Je serais curieux d'aller voir un peu comment ça a évolué de ce côté-là. Oui, donc on voit, on peut percevoir un peu comme l'Orient et l'Occident, à quelque part, se rencontrent dans les problématiques qu'on peut vivre aussi bien dans notre génération que, effectivement, la pandémie, c'était la porte à côté, là, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 2 ans. Fait que, oui, effectivement, j'imagine qu'on peut voir des transformations aussi dans ses propres manières de faire qu'on peut avoir dans cette culture qui est la tienne. Puis, oui, et puis en fait, c'était une des raisons pour lesquelles je me suis dit, je pense que ça vaut le coup de faire un post là-dessus, parce qu'on en parle rarement. Puis je parle de la culture arabe, mais on pourrait aller chercher dans les cultures, dans le monde entier, que ce soit la culture nippone, japonaise, asiatique, culture nord-européenne, des pays comme Finlande, Suède, où il y a aussi des cultures spécifiques. Ça peut être plus au sud en Afrique, ça peut être en Amérique du Sud, ça peut être même peut-être en Amérique, avec les Premières Nations, les communautés autochtones ou inuits. Je pense qu'il y aurait quelque chose à aller voir aussi de l'aspect du côté culturel
voir comment les différentes cultures dans le monde deal avec leur santé mentale. Je pense qu'il y a un beau lien à faire entre les savoirs ancestraux puis effectivement la question de la santé mentale. Puis Ahmed, quel conseil donnerais-tu aux jeunes entrepreneurs maghrébins, mettons, qui pourraient craindre de parler de santé mentale ou de chercher du soutien à cause d'éventuels stigmas culturels, par exemple? C'est une bonne question, parce qu'en même temps, je me suis rendu compte, à Montréal en tout cas, je me suis rendu compte de l'arrivée ou la création, je ne sais pas s'ils existent depuis si longtemps que ça, de professionnels qu'on appelle des ethnopsychologues. C'est-à-dire vraiment des professionnels qui vont venir te parler de santé mentale et qui vont faire le lien direct avec une culture ou des cultures spécifiques. Moi, je trouve que ce sont des postes fantastiques, qu'on ne met pas assez de l'avant, parce que justement, moi, mettons, qui peut avoir un problème de santé mentale, et qui peut se dire, je pense que j'aurai de quoi aller chercher dans ma culture, mais on s'entend, quand on est dans ce souci-là, on n'a peut-être pas la force, on n'a peut-être pas la motivation, on n'a peut-être pas la présence d'esprit de se dire, on va aller chercher par soi-même, et dans ce cas-là, d'aller voir des professionnels spécialisés là-dedans, je pense que ça pourrait être sympa, ça pourrait être vraiment intéressant. En termes d'entrepreneuriat, comme je le dis, je pense autant au niveau santé mentale que pour tout ce qui a trait à notre vie de tous les jours. Je pense qu'on peut aussi aller chercher des choses de l'aspect culturel dans notre culture. Mettons toi, qui est aussi une petite culture bretonne, je suis persuadé qu'il y a peut-être un petit quelque chose que tu allais chercher dans ta culture bretonne qui fait que ça t'a poussé à créer ton entreprise, qui a poussé à créer tes podcasts, tout ce que tu fais depuis des années. Oui, la culture bretonne est très communautaire. Hein. On est très dans le lien, on est... oui, en tout cas, il y a des belles choses, c'est sûr, de cette culture. Il y a des beaux savoir-être et des beaux savoir-vivre aussi dans cette culture. Et puis, je rebondis, mais est-ce que tu pourrais nous partager une histoire ou une expérience personnelle où la combinaison de ton identité culturelle et de ton rôle d'entrepreneur a peut-être pu être un défi ou au contraire, ou quelque chose de surprenant, ou au contraire quelque chose qui t'a aidé. Parce que j'imagine que si on parle ici donc de santé mentale puis d'identité culturelle, est-ce qu'il y a déjà eu sur ton parcours des moments où tu as vécu soit de la discrimination positive ou soit du racisme systémique, puis que effectivement c'est quelque chose qu'on aurait vécu, en tout cas... oui, forcément. J'ai des exemples comme ça. Des histoires, je pense que je peux en avoir à l'appel. Mais je pense qu'une des histoires qui m'a le plus marqué, que je vous offre, cadeau, c'est pour le podcast, cadeau. Pour le premier épisode, ça a été quand j'ai commencé dans le social, mon premier emploi, 2008. On s'entend, j'ai commencé dans le social, je n'avais pas du tout de formation, pas de diplôme. On m'a pris, j'étais intervenant éducateur sur appel, en remplacement. J'étais en refuge à Grenoble, dans ma ville, et mon directeur qui m'accueille le premier jour, qui me dit explicitement, on est dans son bureau, on est vraiment à discuter, il m'explique un petit peu ce que c'est le travail, tout ça, et il me dit très très clairement, sans le moindre hésitation possible, qu'il me dit, bon, on va pas te mentir Ahmed, là, on te prend parce que t'es arabe. Je suis comme... Ouh, ça c'est très clair. Okay. Donc j'étais... Bon, 19 ans, j'avais pas non plus ma langue dans ma poche, donc je lui demande, est-ce que tu peux préciser ta pensée avant que je t'en colle une? Ça a été très clair, il me dit, en fait... La réaction a été un peu... Sa réaction, puis honnêtement, il m'a un peu laissé sur le cul, si j'ose dire. Ouais. Sa réponse a été, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en intervention sociale, les Arabes et les Noirs, vous n'avez pas de problème à dire les choses. Vous nommez les affaires, vous êtes clair, et vous le faites. J'avoue que je ne savais pas trop comment le prendre, Qu'est-ce comment qu'on le fait de sentir. ça? Ça a été ma première expérience de discrimination positive. Bon, le truc est qu'au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte, j'ai compris ce qu'il voulait me dire, que j'avais des collègues qui n'étaient pas très très empathiques sur leur manière de communiquer. Et je me suis rendu compte que oui, moi, les collègues que j'avais qui étaient d'origine ivoirienne, sénégalaise, tunisienne, marocaine, on avait quelque chose. Je trouve que nos collègues
française avait moins. Je dis pas qu'il l'avait pas, il l'avait peut-être un petit peu moins. Et encore aujourd'hui, des fois, j'ai un peu de mal à mettre le doigt dessus, mais ça a été quand même quelque chose d'assez nouveau pour moi, puis je pense que c'est peut-être une des raisons qui fait que je me suis lancé dans le social en tant que tel. Je pense que ma culture, elle y a joué pour beaucoup. Que je sois encore dans le social aujourd'hui, que j'ai lancé mon entreprise Calme-toi aujourd'hui, je pense que ma culture, elle y est pour beaucoup. Ok. J'ai une question un petit peu en dehors du santé mentale pur, du sujet santé mentale pur, on va dire, mais que j'ai quand même envie de te poser. Comment tu perçois aujourd'hui les cultures berbères? Je sais que tu es né en France, que tu as grandi, tu es de la deuxième génération d'immigrés en France, mais que je sais aussi, que tu retournes quand même parfois donc, au Maghreb. Puis, comment est-ce que tu penses que ces cultures ont aujourd'hui... est-ce que ces cultures aujourd'hui auraient des choses à apporter sur le sujet, sur le sujet sur lequel on est aujourd'hui? Puis aussi, est-ce qu'elles méritent la place dans laquelle elles sont aujourd'hui? Oh, grosse question. Grosse question. Je pense que elles auraient énormément, comme on disait tout à l'heure, toutes les cultures. Au final, berbère, ça rejoint à dire autochtone. Oui. C'est-à-dire les premiers habitants d'une terre. Je pense qu'elles auraient toutes de quoi apporter, que ce soit en santé mentale, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans les relations interpersonnelles, que ce soit même dans l'éducation. Elles auraient toutes quelque chose à apporter à notre société occidentale dans laquelle on vit aujourd'hui, contemporaine. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on les relègue à un second, voire à un troisième rang, comme si c'était des sous-cultures. Exact, ouais. Et c'est là où je trouve ça quand même dommage, et je pense que... En tout cas, moi, je me rends compte que j'ai peut-être un devoir d'en faire la promotion. Parce que je peux pas t'en vouloir à toi de ne pas connaître ma culture arabe, berbère, parce que je suis aussi d'origine berbère, je suis chaoui. Je peux pas t'en vouloir de ne pas connaître ma culture, comme toi, je trouve ça difficile que tu m'en veuilles de ne pas connaître la culture bretonne. Et c'est là où je me dis, on a des approches en intervention sociale, l'interculturelle, qui favorisent ces échanges entre les cultures. Je donne des formations là-dessus, je me rends compte que on devrait tellement en parler, que ce soit à l'école, que ce soit même dans les formations en intervention sociale, que ce soit en économie, dans tous les sujets possibles dans lesquels la société mériterait d'évoluer un peu plus. Je prends l'exemple qui est assez connu. On dit souvent que dans les pays comme asiatiques, la Chine, le médecin, il n'est pas reconnu comme étant quelqu'un qui vient te guérir, il est reconnu comme étant quelqu'un qui vient prévenir la maladie. T'imagines si on inclut ça dans le système de santé, que ce soit au Québec ou en France? T'imagines les... C'est totalement une autre vision de la prise en charge de la santé. Tellement une autre vision, puis t'imagines même les retombées économiques de ça. Les économies à l'échelle humaine, les économies à l'échelle monétaire, à quel point on pourrait justement faire évoluer notre société à une step au-dessus. Ah bon, après, je ne veux pas rentrer non plus dans tous ces détails-là, mais c'est là où je me dis, on est perdant à ne pas aller chercher, à ne pas aller voir ce qui se passe dans les autres cultures. Les grands perdants, au final, ça reste nous. J'ai un profond respect et une profonde admiration pour ce qu'on appelle dans les cultures berbères, ce que vous appelez l'homme libre. Pourrais-tu nous échanger quelques mots là-dessus? L'homme libre, je te dirais, moi quand tu me parles de ça, je pense tout de suite au livre L'Alchimiste. Je sais pas si je pense que tu c'est un des nombreux à l'avoir lu. Oui. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, L'Alchimiste, apparemment, c'est un des rares livres où la traduction française est plus riche en termes de production littéraire que la version originale. Je crois qu'il est Paulo Coelho, il est brésilien. Il est brésilien, il parle portugais. Ouais. Donc, apparemment, c'est une des rares œuvres littéraires. Ouais, c'est le petit instant, on apprend. Et je trouve que le personnage central de ce livre, il résume exactement l'homme libre qu'on peut considérer dans les cultures berbères. D'accord. De se dire, l'homme libre, c'est l'homme qui apprend à vivre avec la nature autour de lui, puis la nature qui lui apprend à vivre avec lui-même. Ouais. Et je pense que c'est... Moi,
Pour vrai, L'Alchimiste, c'est un livre que je lis peut-être une fois par an. Ah, il faut que je me replonge Une dedans. fois Moi, par an. j'ai lu ça quand j'étais toute jeune, mais C'est ça fou. fait Puis, longtemps que j'ai je, pas. je te le conseille, puis je conseille à tous les gens qui nous écoutent, écoutez L'Alchimiste, ou allez lire ce livre une fois par an. Vous allez voir qu'à chaque lecture, vous allez comprendre un nouveau niveau d'interprétation. Vous allez avoir un nouveau niveau d'interprétation, vous allez comprendre de nouvelles choses parce que vous n'êtes pas au même endroit où vous étiez l'année d'avant. Donc ouais, c'est ça pour moi, l'homme libre, c'est l'homme qui se comprend. J'aime beaucoup. Merci Ahmed. Pour terminer, quelle est la chose la plus importante que tu souhaiterais que les gens retiennent sur le lien entre la santé mentale et la culture maghrébine? Que ça évolue. Ouais. Et je trouve ça profondément rassurant. Parce que c'est très sociologique cette manière de voir aussi les choses, mais une culture, elle n'est pas faite pour stagner. Elle est en mouvement. Elle est constamment en D'ailleurs, mouvement. quand tu regardes notre corps, il est fait pour être en mouvement aussi. Exactement. On n'est pas fait pour rester statique. Exactement. Puis c'est là où je trouve qu'on pourrait avoir quelque chose à gagner. Mettons, tu vois, dans ce que tu proposes, toi, dans tout ce qui est des ateliers de pleine conscience. Pleine conscience, c'est une forme de spiritualité. Quand on prie dans la religion musulmane, par exemple, c'est une forme de pleine conscience. On cherche la pleine conscience. Quand on médite, on cherche la pleine conscience. Et je pense que ça a aussi un grand aspect qu'on sous-estime pour notre santé mentale. Donc je pense que je finirai cette conversation là-dessus. Pensez à la pleine conscience, pensez à la méditation, pensez à ralentir. Puis calmez-vous. Oui, ça me fait penser d'ailleurs au grand poète Rumi, donc mystique persan, mais dans lequel je trouve souvent je fais beaucoup de liens entre ce qu'il écrit, puis effectivement cet état de pleine conscience. Oui, ça vaudrait la peine peut-être de mettre quelques références de Rumi dans la description du podcast aussi. Et Ahmed, merci. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. J'avais envie de venir toucher l'être que tu es, au-delà de la casquette d'entrepreneur. J'apprécie beaucoup. On retrouvera Ahmed sur le podcast pour d'autres sujets, mais en attendant, je voulais vraiment introduire Ahmed avec cette question de santé mentale et culture maghrébine. Merci beaucoup. Merci Flore. Et au plaisir de te retrouver bientôt. Yes. Bye bye. Bye.